Draguignan. Et pourtant, à Draguignan est née une dame qui est enterrée à Cannes. Et elle a donné son nom, elle ne voulait pas donner son nom au théâtre. Cette dame, c'est Lily Pons. On a une rue maintenant qui s'appelle Grande Rue, rue Lily Pons. Lily Pons était une cantatrice qui a chanté pour les armées pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était aussi connue que la Calas. La Calas arrive après. Mais Lily Pons, c'était THE cantatrice. Si je vous dis ça, c'est parce que le théâtre devait s'appeler Lily Pons, que Lily Pons était ici. Elle avait honte de dire qu'elle était née à Draguignan, elle disait qu'elle était née à Cannes. Elle est enterrée à Cannes, pas loin de Martine Carole, une grande actrice aussi. Je vous dis ça parce que quand vous regardez les clips sur le Festival de Cannes et tout, l'affiche, elle est là, c'est l'entrée, est allée 24 marches pour rappeler la péloche, le cinéma avec les 24 images secondes. Ça sort de terre en 76 et le bunker à Cannes, c'est en 81. Et c'est le même architecte. Encore une fois, ça se veut massif, c'est l'entrée de la prison. On n'a pas bouché bien les trous, il y avait marqué centre de détention pénitentiaire de Draguignan. Ça a été détruit dans les années 80 pour faire place en 84 à une prison de l'autre côté, mais la prison était en centre-ville, accolée à une caserne et à un palais de justice. Vous aviez un bloc bien organisé avec une communication qui a permis des évasions de certains prisonniers utilisant le couloir des pas perdus. À l'intérieur, les exécutions et la guillotine a fonctionné ici à Draguignan jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et après, la décision a été prise, donc on n'exécute plus en public. Parce qu'on exécutait en public. La guillotine, c'était déjà un acte de civilisation. On arrêtait d'écarteler, de déchirer, de découper au hasard. C'est un acte de civilisation que d'avoir, en un seul coup, c'était moins de souffrance. Ça, c'est notre petit Saint-Tropez. On a pas la cabane bambou, le poisson, le Saint-Pierre, les bois flottés. Vous n'allez pas trouver beaucoup de balcons dans le centre-ville, puisque c'est construit un petit peu en amont. Si ça, c'est construit au 19e siècle, le tour du rempart, ça, c'est construit plutôt 18e, 19e siècle, début. Tout le tour de Draguignan était fait de couvents. Au moment de la Révolution française, il y avait 11 couvents. Le marché existait déjà au Moyen-Âge, était à l'extérieur du rempart du XIIIe siècle. Les commerçants venaient et mettaient leurs étals à l'extérieur de la ville. Puis quand la ville a grandi, on a laissé la place, on a créé une nouvelle rue pour qu'ils puissent circuler plus facilement. C'est ce qui s'appelait la rue du Collège, qui s'appelle maintenant la rue Frédéric Mureur. Le dragon est mis en valeur un petit peu de partout. Le dragon, c'est le signe que la ville a été christianisée. La bête, qui était un dragon qui était plus gentil quand même, il est terrassé par un évêque qui a réellement existé, qui s'appelle Hermentaire. Saint-Honorat a terrassé un dragon qui s'est envolé par-dessus les stérelles et s'est planqué dans les gorges de Château-Double, dans des grottes, et commencé à foutre la pagaille dans toute l'histoire. Et à un moment, Saint-Hermentaire passe et va débarrasser la petite population qui n'était pas encore regroupée sous forme de ville, va terrasser un dragon. C'est la légende chrétienne, c'est le début de la christianisation de cette partie de la Provence. On est dans les années 530. Le musée des Beaux-Arts, l'ancien couvent des Ursulines, et qui a été par la suite racheté par Monseigneur du Bellay, l'évêque de Fréjus, qui faisait de Draguignan sa résidence d'été. Si tout le monde va sur la côte aujourd'hui, à l'époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, les populations, et en tout cas l'évêque, venaient se retirer l'été à Draguignan. 2 étages, des salles d'exposition, et on a conservé l'idée d'un cabinet particulier. Les riches personnes, nobles ou bourgeois, s'intéressaient à l'art. Ils n'avaient pas besoin de travailler, ils avaient des rentes, ils s'intéressaient à l'art, étaient artistes eux-mêmes ou s'initier à l'art et aimer, quand ils faisaient visiter, faire avancer, progresser vers leur intimité en montrant un petit peu leur choix, leur goût. Et tout a été restauré dans cet esprit-là, que ce soit au premier, au deuxième étage, on a conservé l'architecture. Sur la deuxième partie du bâtiment, on a cassé les murs pour faire des salles d'expo modulables et accueillir les enfants. Et puis il y a un petit parc derrière, enfin un petit parc,
un petit espace nature avec des propositions qui sont là. Il y en a encore des soirées, des sorties, des résidences d'artistes qui sont proposées. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ça a été un cimetière. Toute cette partie-là était un cimetière au Moyen-Âge et c'est sur les tombes du cimetière qu'on a signé les droits de l'autorité donnés à Draguignan. Et puis les marchands venaient, et puis on a déplacé le cimetière, et puis c'est devenu la place du marché. Pour autre, on est dans les années 1807-1811, avant le passage d'Haussmann. Haussmann a été préfet à Draguignan, pas longtemps, 1 an et 1 mois de mémoire, mais c'est pas lui qui a aménagé le Draguignan que l'on voit maintenant. C'était déjà structuré. La place a une particularité, c'est qu'elle n'est pas plate. Le marché se tient là, le mercredi et le samedi. C'est essentiellement le samedi qu'on a un gros marché à Draguignan. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. Nous, à un moment, au Moyen-Âge, la justice était rendue ici. Je ne vous dis pas que c'est le même Micocoulier, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, la place du Favrier, c'est l'ancien nom du Micocoulier qui est encore présent ici sur cette petite parcelle. Il y a 2 plateaux. Le plateau où il y avait un castrum, un genre de château, et notamment une tour. On sait qu'il y avait une tour déjà en 1103. Début du XIIe siècle, on sait qu'il y a une tour. Et au XIIIe siècle, elle est détruite. Romet de Villeneuve est copain, il est copain avec le comte de Provence. Il est tellement copain avec le comte de Provence qu'il en devient le grand sénéchal. C'est lui qui administre la Provence. On est dans les années 1303-1335. Et c'est lui qui va jouer de ses influences pour convaincre le comte de Provence à installer le pouvoir à Draguignan. En fait, le comte est très religieux, il y a l'évêque à Fréjus, tous les pouvoirs sont à Fréjus, il ne veut pas que son autorité soit empiétée par la puissance de l'Église, et donc il déplace son administration et il la pose à Draguignan. Et Romet de Villeneuve fait reconstruire une tour, symbole de pouvoir, de protection, qui va servir de prison et tout. Cette tour tombera en désuétude, sera changée, on a la tour royale, la tour Madame, et aujourd'hui la tour de l'horloge. Quand vous êtes venu en vacances en 1658, vous arrivez à Draguignan, il y a une superbe tour de défense et tout. Vous dites, bah, je vais aller avec mon mari et mes enfants l'année d'après, et je vais lui montrer la tour. Et tu arrives après le 24 août 1659, à plus de tour. Elle a été détruite. On a frondé, on a défié le pouvoir royal, et Mazarin, qui régit la France, puisque Louis XIV n'est pas, il est roi, il est là, mais il est petit, c'est pas lui qui administre. Mazarin décide de punir Draguignan et rase la tour. Rase une des portes du rempart qui donne sur Aix-en-Provence. C'est histoire de dire que la ville est ouverte, ne se rebellera pas. La grande maison de la France. Ah oui, je peux me souvenir de celle-là, je crois. Celle-là. Avant qu'on soit à France. À 18 mètres, la tour fait 24 mètres, puisqu'il y a 6 mètres de campanile. Le campanile en Italie, c'est une tour qui est accolée aux églises. En Provence et dans le Languedoc-Roussillon, les campaniles, ce sont ces structures de métal qui permettent d'accrocher les campans, les sonnailles, les cloches, d'où le nom de campanile. Il n'y a pas une seule soudure, il a été construit au XVIIIe siècle, rajouté au XVIIIe siècle. Il y a des clavettes qui sont là, des bagues qui permettent de tout assembler. Quand vous êtes monté, en montant, en tournant vers la gauche, normalement un escalier tourne vers la droite. Il tourne vers la gauche parce que quand Louis XIV a autorisé la reconstruction de la tour, il ne souhaitait pas qu'elle puisse être utilisée comme moyen de défense. Donc pas de palier, pas de salle, simplement un puits central qui permet de hisser les cloches et surtout le campanile, le mécano qui est là et qui permet
d'atteler les cloches. Les murs sont assez épais et l'escalier monte en tournant vers la gauche. Généralement, les gens sont droitiers, en grande partie. Et donc, pour défendre, il faut que l'escalier tourne à droite. De manière, en étant droitier, tu peux tirer comme ça, tu peux te protéger de l'angle. Là, c'est pas le cas. De même que vous avez, on les voit, on a des petites choses, ne regarde pas. Mais derrière toi, tu as une forme ronde. Elle ne bouge pas. Mais c'est des échauguettes. C'est ce qu'on mettait en haut des tours et qui était en débord. Et normalement, tu as des meurtrières, tu peux aller dedans. Tu as des meurtrières, tu peux jeter des choses ou tirer. Là, Louis XIV, escalier Sénestrogir qui tourne vers la gauche et pas d'échauguettes. Les échauguettes ont été rajoutées après. Mais malgré tout, on a respecté la demande et les échauguettes sont purement décoratives pour le prestige, pour faire joli. La tour est vraiment là pour donner l'idée du pouvoir central, comme vous écoutez. C'est à quelle heure? Ça là, mais l'autre, Normalement, vous avez raison, elle marque les quarts d'heure, les demi-heures, les trois quarts d'heure, et elle marque l'heure. Donc on est au plus haut de la ville, mais pas de la commune. Le plus haut de la commune, c'est la montagne qui est derrière vous, le Malmont, qui est à presque 600 mètres d'altitude. Je le saurais. Je le saurais. Bah ouais. À la fin des années 90, tout était aménagé ici, ce petit amphithéâtre, pour donner des petits récitals de chants. La première fois, il y a eu un concert de rock. Ça s'est très vite arrêté, cette histoire de concert de rock, parce que tous ceux qui habitent là, moins quoi. Là, c'est le son qui monte et ça leur a pas plu, les 2 heures de rock, ça leur a pas plu. Donc c'est devenu beaucoup plus classique. Le Festival du Rire était organisé ici à la fin des années 90 également. Après, il y a de temps en temps des petites animations qui sont données. La plus amusante était avec notamment des fauconniers qui étaient là. Et dans l'univers, c'était joli. Maintenant, tu peux le regarder. Donc ce petit théâtre de verdure a été réaménagé. Il faut s'imaginer que c'était la ville qui était ici. Le petit bourg seigneurial était sur le plateau bas. Mais ce plateau bas, il faut s'imaginer aussi beaucoup plus grand. Le rempart du 13e, il a bien fallu de la caillasse. Le rempart du 16e, pareil, les portes, tous les édifices religieux, chapelles, cloîtres, dortoirs, salles capitulaires, réfectoires, il faut les bâtir. On bâtissait avec de la pierre, et la pierre, on ne la faisait pas livrer par Bouygues et par hélicoptère, on la prenait sur place, ici. Et le plateau, la roca, s'est réduit comme peau de chagrin. Et les scientifiques pensent que la première tour était plutôt de ce côté-là, dans le vide. C'est-à-dire qu'on a mangé, au fur et à mesure, c'était la carrière naturelle pour alimenter les constructions de la cité comtale, puis de la ville royale. Organica Museum, c'est une œuvre, une accumulation d'œuvres d'une dame qui a aujourd'hui plus de 90 ans, qui s'appelle Danielle Jacqui, qui est provençale, enfin, qui vit à Roquevert. On la connaît aussi sous le sobriquet, le surnom, celle qui peint. Elle travaille tous les matériaux. Vous avez des accumulations de tissus, vous avez des poteries, tout ça, elle fait ça. C'est ce qu'on appelle de l'art brut. Alors c'est fait, parfois on appelle l'art brut ce qui est fait par des enfants, parce que c'est ce qui sort naturellement, quand on n'a pas encore d'éducation, quand on n'a pas été formé. Après, c'est ce qu'on dit aussi de personnes qui sont handicapées, mentaux. Elle est ni gamine, et elle n'a pas commencé si jeune, et elle continue à travailler. Elle n'est pas autiste ou handicapée mentale, ou quoi que ce soit. C'est sa manière de faire. Elle a fait des grandes expositions à l'international, et notre mère a souhaité qu'elle ait un lieu où elle puisse présenter ses œuvres. Et ça s'appelle Organugam
organique, ce qui est donné, et c'est vrai qu'il y a un côté viscéral, il y a pas mal de choses. C'est des portraits qui sont parfois tourmentés, mais qui sont jamais trop tristes, malgré tout. Et après, l'ensemble est un petit peu surprenant, parce que dans une chapelle romane, classique, on ne s'attend pas à voir justement une profusion de couleurs, de richesses, de formes et de matières, comme le lieu le présente aujourd'hui. Une autre œuvre de Daniel Jacqui est visible au fond de la galerie du cloître de l'Observance. Quand on se promène à l'Observance, on peut découvrir cela. Il y a tout un fond de mur. Dynamique. On est sur la place Saint-Clair, on bascule, on est au pied de la tour de l'horloge, le premier bourg, et là ça y est, on est descendu. On a ce dénivelé, il y avait ces falaises. Elle ouvre, là vous arrivez sur la place aux Herbes avec la porte romaine, et de l'autre côté, même jusqu'à ce qu'on appelle la porte aiguière, la porte de l'eau, Eigo, c'est l'eau, avec là le dragon palmé, qui est représenté palmé parce qu'il est tourné vers la rivière et vers le canal qui a... À se restaurer, ne serait-ce que ce bloc-là a été très bien repris. Tu as un toit de terrasse qui est au-dessus. Ils ont conservé l'esprit village avec la génoise arrondie. Et c'est repris, là aussi, ça a été repris. Il y a des gens qui commencent à s'apercevoir qu'il y a une qualité de vie, un bien-être à être ici, et des gens qui reviennent. Beaucoup de gens qui partent de la côte, qui partent de Nice, qui partent de Cannes, et qui viennent dans l'arrière-pays, et d'autres qui ont réussi à faire fortune jeunes, et qui recherchent des petites provinces où finalement on est bien peinard, que tu peux aller randonner pas loin, qu'en 20 minutes tu es dans les gorges, ou en 25 minutes tu es à la mer, quoi. On est dans une position stratégique, et c'est pour ça que la préfecture avait été posée là également. Elle était à équidistance des limites du département. Quand vous prenez une carte du département du Var, avant la création du département des Alpes-Maritimes, si ça porte le nom de Var, c'est parce que le fleuve frontière était à l'aéroport de Nice. Le Var possédait Cannes, Grasse, Antibes, c'était des forteresses en bord de mer, et la vie était à l'intérieur des terres. Quand vous regardez une carte, Draguignan est plein centre, vraiment plein cadre, et toutes les villes sont au nord de la dépression permienne, au nord de l'Estérel ou au nord du massif des Morts, faisant de Draguignan le point le plus utile et le plus pratique pour l'ensemble des populations. Vous avez vu la différence de niveau qui a dû combler l'église, qui a été rattrapée. Vous le voyez quand on a longé le mur Boutreau. L'ensemble a été construit dans les années 1870. C'est relativement récent. Ceux qui défendent le monde des monstres, l'archange Saint-Michel en premier lieu, et puis le saint local, je dirais, le saint patron de Draguignan, qui est Hermantère, qui terrasse lui aussi un dragon. Les statues ont été redorées récemment. Elle paraît très large, tout simplement parce que le toit a été rabaissé. Quand vous vous tournez et que vous regardez au-dessus de vous, au-dessus du fait d'orgue qui est là, vous avez la hauteur originelle de l'église, qui a perdu ses vitraux et qui a dû être décapitée dans les années 60 de manière à éviter l'effondrement de tout l'édifice. Les vitraux ont disparu, il ne reste que des vitraux sur la partie basse, dont un derrière San Francisco qui est là, qui est le vitrail dédié à Hermantère.
J'attirerai votre attention sur l'Archange Saint-Michel, terrasse un dragon, mais qui a une face humaine. Certes, il a des cornes, mais il a une face humaine. Alors que Hermantère terrasse, lui, un dragon qui est purement animal, qui n'est pas un mixte entre les deux. C'est un dragon anthropomorphe. On retrouve la représentation du saint patron Saint-Michel et Saint-Hermantère ici, sur l'imposte au-dessus des grands vantaux. Vous avez l'archange Saint-Michel qui est là, qui terrasse le dragon, mais qui lui aussi est anthropomorphe, qui est là, qui se débat. On voit des jambes, mais il a aussi une queue, il a encore des ailes, et il se débat contre Saint-Michel. Et de l'autre côté, comme sur votre téléphone, vous avez la petite flèche qui vous dit vous êtes ici, et bien on a un petit indice qui vous dit vous êtes ici. C'est la représentation dans le fond d'une table de pierre, qui est le dolmen de la pierre de la fée. C'est une manière de dire, voilà, là, la situation, vous êtes à Draguignan, et c'est le saint patron de la ville, à Hermantère, qui terrasse le dragon. L'un est dans le combat entre le bien et le mal, l'autre est plutôt dans l'évangélisation, la notion de transmettre et d'apprendre, de christianiser la région. Et après, pour blaguer, mais il ne faut pas le prendre au sérieux, quand les travaux ont eu lieu dans l'église, le dragon est bien content, n'a plus d'église, je vais pouvoir commencer à traîner dans le coin. Et le dragon est revenu, et le dragon a laissé ses empreintes, il a une balade, il est revenu rôder dans les parages, pensant que ça y est, il était libéré des religieux. Non, je vous dis. Et puis si vous vous interrogez sur ce petit cabanon qui est là, si on a une forte communauté arménienne, on a une forte communauté portugaise également. Et ils ont réussi à obtenir les reliques de Saint Francisco. Vous savez, c'est le miracle de Fatima, l'apparition à Fatima. Ils ont réussi à récupérer les reliques depuis 2017 et elles sont conservées à l'intérieur de cette petite chapelle. Une œuvre contemporaine cachée que personne n'aime, enfin que personne n'aime, moi j'aime beaucoup, mais elle choque un peu. C'est ce Christ en croix qui a été offert par une artiste contemporaine, Madame Bador. Vous avez une avenue Bador et une avenue Descamps qui est près du cimetière américain, dans le domaine des Tours. Et ce domaine des Tours abritait le château des Tours. Et dans le château des Tours, il y a l'association des Tours, qui est une association qui accueille des artistes contemporains. C'est là que vivait Monsieur Descamps, qui était designer, fabricant d'objets et de meubles, enfin designer. Et à peu près la taille, c'est même pas vrai. C'était beaucoup plus étroit que ça. Il y a déjà des immeubles qui ont été repris. Il faut que vous vous imaginiez. Vous voyez, ça, c'est le milieu de la rue. Regardez-le là-bas. Ah oui. Et ben vous mettez les maisons et vous avez cette rue qui était toute étroite, c'était le quartier de la Juiverie. On pensait qu'avec une synagogue, on va passer devant pour arriver à une des portes du rempart. On va longer l'intérieur de la ville et vous allez voir le contraste. Oui. Quand on arrive, là déjà ça a triché un petit peu, il y a des bâtiments qui sont tombés, parce qu'il y a pas mal de bâtiments qui sont écroulés sur Draguignan, et on garde de l'espace. Et quand vous arrivez ici, d'un coup, tout est beaucoup plus large, aéré et moins haut. C'est le nouveau quartier qu'on a évoqué tout à l'heure et qu'on a regardé d'en haut. On a fait pour gagner du poids et éviter que ça continue à s'affaisser. Mais alors qu'on est dans la vieille ville, on est avec des espaces beaucoup plus larges que l'on devrait avoir. Et pour vous donner une idée, ça c'était le milieu de la rue, et vous mettez le bâtiment ici. Vous imaginez l'étroitesse du goulet. C'est plus étroit que la rue des Chaudronniers ou que la rue de France. Le petit passage qui a été ouvert, il faut s'imaginer que les gens déjà à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, trouvaient qu'ils étaient trop à l'étroit et quelqu'un a acheté d'un côté, a acheté de l'autre, a détruit et a créé un passage. Il a finalement été remboursé par la ville parce que ça faisait du bien, quoi. Ça aérait un petit peu le quartier. Et vous avez là
le plus grand dragon de Draguignan. C'est monsieur Vincent Fichot qui a réalisé ce dragon. Il s'est inspiré, vous l'allez voir, du dragon qui est sur le blason, sur Porte-Guerre qui est là. Tout ça, ce sont des bâtiments neufs, encore une fois. Et là, d'ici, il est impressionnant. On voit l'usage des deux façades. C'est encore plus joli quand on le regarde depuis la porte parce qu'on a une perspective avec le rempart du XIIIe siècle, une peinture du XXIe siècle et la tour de l'horloge du XVIIe. Et donc là, on a cette porte dont vous avez vu derrière une vitre tout à l'heure, là, du côté de la place du marché. Ça, vous aviez vu l'intérieur. Et la vitrine qui était comme ça. Le passage de la Herse, l'intérieur de la ville est ici. Vous avez une jolie vue avec la tour de l'horloge, le dragon qui sont là. Ouais, alors ça, c'est une des tours portes, tour de défense. On le voit parce que vous avez des meurtrières qui sont dans l'axe des pieds droits. Vous avez cette ouverture, cette porte avec un arc roman brisé, presque gothique, mais c'est pas du gothique, c'est du roman brisé. Le blason de la ville avec l'ensemble des tours qui montrent l'autorité de la ville. Et donc vous avez ces meurtrières qui sont là, sur la droite, dans l'axe du pied droit. Il faut s'imaginer aussi un pont-levis, non pas avec un fossé rempli d'eau, mais simplement un fossé qui était là. Et vous aviez 4 portes comme ça, sur le rempart du XIIIe siècle. On est sur la place du Dragon, vous avez encore une statue de dragon qui est là. Vous avez aussi, ce qui est une des caractéristiques en Provence, ce sont des cercles. Le Café des Philosophes, c'est un cercle. Un cercle, c'était associatif, c'était là où des hommes se réunissaient et parlaient de la vie publique, de la vie politique et tout. Il y avait des cercles plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt républicains, plutôt démocrates. Enfin bon, on avait tous les types de ça. J'aime beaucoup cette rue parce que ça vous rappelle l'Italie, le côté niçois. Et puis quand vous regardez bien, vous voyez que le rempart est là, le rempart du XIIIe, à l'intérieur. Il a été mangé par les habitations. Et vous avez sur le côté droit une certaine hauteur et plutôt des voûtes de plein cintre. Et sur l'autre côté, vous êtes beaucoup plus haut, les plafonds sont plus hauts, les ouvertures sont plus grandes. On voit qu'il s'est passé un siècle et demi entre la construction d'un côté et de l'autre. On est passé au siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est pas simplement Montesquieu, Diderot et d'Alembert. C'est le fait que de la lumière, ça fait du bien. Et que c'est plus sain, plus hygiénique. Alors après, on a mis le tribunal de commerce gravé. Et là, c'était le premier théâtre. Le premier théâtre de Draguignan est construit ici en 1786. Avant la Révolution française, les gens se payent un théâtre. Ils font une souscription, ils se payent un théâtre. Et le théâtre, il est dans les lieux les plus cossus, les plus riches. Et vous voyez les demeures, avec des pointes de diamant sur les arcs clavés, avec des petits chapiteaux, une reprise, et puis surtout le plus vieux bassin, la plus grande fontaine ancienne de Draguignan est là. C'est du confort. Au 19e, c'était la place de la Poissonnerie, parce que toujours à l'ombre et parce qu'il y avait de l'eau. Mais c'était un confort aussi que d'avoir cette alimentation. Alors s'il y a marqué tribunal de commerce, souvenez-vous, nous avons parlé quand on était sur la place du marché qu'il y avait la mairie et le tribunal de commerce. Quand ça a été démoli en 1807-1811, on a repris le fronton du tribunal de commerce. On savait qu'on ne servait plus du théâtre et qu'on allait construire l'autre théâtre, et on a mis le tribunal de commerce ici. Bon, ça a été une halo. La rue traversée par des religieux, puisque vous aviez à la fois les dominicains sur la petite placette
et les doctrinaires qui étaient là. Le premier musée des Beaux-Arts et bibliothèque de Draguignan était là où il y a l'école Frédéric Mireur, qui est juste là. Vous avez ces grands porches qui sont là. Il y avait également une petite chapelle. Et là, en quelques années, d'abord, la rue était bouchée, on ne voyait pas la forêt là-bas. L'immeuble était plus long, on a cassé un immeuble, ça a fait rentrer la lumière et ça a changé complètement la destination de la rue. Ça s'est un petit peu égayé. Et maintenant, tu peux manger portugais, français, coréen, océanien, italien, dans toute la rue. Il y a plein de tables gourmandes. Et on revient sur notre place du marché. Vers quelle heure du coup, Mehdi? D'ici 24 heures, je pense. Ouais, ok, c'est bon, je regarde. Oui, pas de problème. Merci. À tout à l'heure. Comme dans la chérie. Merci. Merci. Il faut dire 36 ou 30. Je ne sais pas. Vous pouvez demander.